Voici clos donc ce tour de table. Parole à vous. Je salue d'ailleurs Gilles Casanova qui va peut-être entamer ces échanges et ensuite vous pourrez évidemment intervenir. On va faire des lots de 3, pardonnez-moi cette formule, et ensuite chacun peut-être ici ou ceux qui le souhaitent pourront intervenir également sur les interventions qui ont eu lieu dans la salle. Donc Gilles Casanova, secrétaire général du Forum républicain. Je suis secrétaire général du Forum républicain et vous avez eu la bonté de m'inviter à la précédente édition de ces débats. Moi, je voudrais prendre un angle sensiblement différent pour essayer d'apporter quelque chose d'autre que ces échanges tout à fait intéressants, qui est celui que il y a à certains moments dans l'histoire des phénomènes qui se déroulent à bas bruit et puis qui se révèlent ensuite. On est dans cette période. Depuis un certain nombre d'années, la fortune se concentre entre quelques dizaines de mains dans le monde. 5 ou 6 personnes ont autant que la moitié la moins riche de l'humanité. Une trentaine ou une quarantaine ont la majorité de la richesse de l'humanité aujourd'hui. Ces gens-là, ils ne restent pas immobiles. Ils sont organisés, ils réfléchissent, ils pensent politique, ils font de la politique. Il y a Bilderberg, il y a la trilatérale, il y a en France les dîners du siècle. Vous avez là ceux qui ont la fortune, ceux qui sont les dirigeants et ceux qui sont les médiateurs, c'est-à-dire les dirigeants des grands médias. Et vous avez là l'élaboration d'une politique, d'une conception de l'avenir qui explique ce que nous voyons. C'est-à-dire que si nous nous battons pied à pied sur chaque élément quotidien que nous voyons et que nous n'avons pas la perspective d'ensemble de dire contre quoi nous nous battons, alors nous risquons pas à pas de reculer à chaque fois. Ceux qui sont en face de nous, ils voient l'avenir, ils voient le développement de l'intelligence artificielle qui est la prochaine étape qui va arriver rapidement et massivement. Et elle ne va pas attaquer les catégories populaires, elle va attaquer les classes moyennes. Je prends souvent cet exemple d'un cabinet d'avocats. Il y a aujourd'hui 50 personnes et puis 3 ténors du barreau. Demain, il y aura une intelligence artificielle, 2 assistants, 3 ténors du barreau. C'est-à-dire que ce sont les couches qui, historiquement, ont fait la politique, ont fait les partis politiques, ont fait les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers régionaux, généraux. C'est cette couche-là qui va être détruite. Et la conclusion de ces dirigeants, c'est donc, la politique telle que nous la connaissons, elle est terminée rapidement. Il faut mettre en place autre chose, des organismes qui, indépendamment du système démocratique, vont réguler. L'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, les grands traités internationaux de commerce, ce sont des réponses d'ensemble politiques, réfléchies, construites et qui ont leur efficacité et qui supposent qu'on laisse mourir la démocratie. De ce point de vue, nous avons en France un modèle de compétition qui est Emmanuel Macron. C'est absolument ça. Faire mourir la démocratie. Il a été élu dans une pochette surprise avec l'aide du tribunal, je ne sais plus là, le bureau, le parquet financier. Sans le parquet financier, ce n'est pas Macron qui serait président. C'est le parquet national financier. Bon, donc, il a surtout été élu avec 169 unes de quotidiens et de magazines en 9 mois. Tout ça entre les mains, pour 94% de 9 personnes. Alors, c'est la connaissance que nous devons avoir, qu'on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas à une forme de démocratie telle qu'elle existait dans les années 70-80 avec des partis structurés, avec une droite, avec une gauche qu'on connaît. Il y aura de nouveau une droite, il y aura de nouveau une gauche, il y aura de nouveau des débats de ce type. Exactement comme on pouvait penser en 1943 qu'il y aurait une gauche après la victoire. Mais pour l'instant, la question, elle est de construire une autre proposition. Et je m'arrêterai, après vous avoir dit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère politique. Ça n'est pas encore explicite
aux yeux du grand public, qui est endormi par un système médiatique qui n'est plus là pour informer, mais qui est simplement une composante de pouvoir, tout simplement, et que le signe que nous sommes entrés, c'est les gilets jaunes. La politique, c'est autre chose. Les gilets jaunes ne veulent pas se coordonner, ne veulent pas nommer de représentants, ne veulent pas avoir d'organisation pyramidale et ne veulent pas négocier. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort. Mon propos n'est pas un propos de ce type. Mais vous voyez bien que c'est autre chose. Sur tous les ronds-points du pays, vous avez vu des centaines de gens. Et qu'est-ce qui est important? C'est qu'ils se sont dit les uns aux autres, je suis dans la merde et c'est de ma faute. Et les autres ont dit non, non, c'est pas de ta faute. Et d'un coup, ils ont compris que s'ils ont un problème, ça n'est pas eux personnellement qui doivent prendre des anxiolytiques comme ils le faisaient jusqu'ici, mais que collectivement, il faut faire quelque chose. Alors, quoi faire? Ils ne savent pas. Sinon, ils s'organiseraient. Sinon, ils accepteraient d'avoir des représentants. Sinon, ils accepteraient de négocier. Cette forme ressemble à ce qui s'est passé de 1730 à 1770 environ. C'est-à-dire des formes où on voit bien surgir le peuple, mais il ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il lui manque les idées, la perspective, l'incarnation. Nous, il nous manque une marque dans ce jeu dominé par les médias. C'est-à-dire que tous ensemble, à cette tribune, vous avez dit des choses très intéressantes. Politiquement, nous sommes encore hors d'état de peser sur le pays. Notez qu'on penserait spontanément penser sur l'opinion. L'opinion. Voilà quelque chose qui est construit et qui est construit par ce système des oligarques. L'opinion, elle est fugace, elle est volatile, mais c'est elle qui aujourd'hui domine. Bon. Et nous ne sommes pas capables de peser parce que dans ce jeu dominé par l'émotion et les médias, nous n'avons pas de marque. Et dernière chose, nous n'avons pas non plus d'incarnation pour faire de la politique. Alors il faut travailler à deux choses, si je puis vous donner un conseil, messieurs, quoique je n'en ai aucun titre. Essayez de construire une marque, essayez de trouver une incarnation. Daniel Gousseau, membre du bureau du RPS Fier. Ça signifie Rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et une République sociale. Vous avez vu, c'est tout un programme qui correspond à tout ce que les personnes ont dit à peu près à la table. Moi, je voudrais intervenir sur deux points. Je vais commencer par le deuxième, c'est-à-dire à la suite de Monsieur Casanova, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Voilà, on est dans un temps politique un peu particulier avec l'apparition des Gilets jaunes. Mais pas seulement avec l'apparition des Gilets jaunes, avec ce que pensent les citoyens. On a bien vu, il y a une question d'abstention. Les citoyens s'abstiennent largement parce qu'ils ne croient plus aux politiques en place, de gauche ou de droite. À cela, on n'en parle pas assez. Il y a à peu près en France 9 millions de personnes en âge de voter qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. On aurait peut-être intérêt les uns et les autres pour un prochain, une prochaine élection, de ramener ces citoyens sur les listes électorales. Mais donc, on est donc dans un temps un peu particulier. Et puis les Gilets jaunes, effectivement, ne veulent pas s'organiser, ne veulent pas de partis politiques, de syndicats, etc. Mais nous, dans notre secteur, en Bretagne, dans le Bordelais, dans le Sud-Est, on a commencé à leur parler des États généraux. Et là, ils veulent bien. C'est-à-dire que j'ai failli écrire pendant l'été, et puis je me suis dit, bon, il y a ces rencontres. Je pense que nous sommes, avec les Gilets jaunes, en 1789.
Ils ont sorti les drapeaux bleu, blanc, rouge, etc. C'est l'expression du peuple. Bon, ils ont comment dire, ils ont des idées très précises sur ce qu'ils veulent. C'est vrai que c'est une partie de la classe moyenne qui a terriblement souffert de la désindustrialisation, du démantèlement des réseaux, etc. Donc, je pense que les rencontres républicaines, dans un prochain avenir, mais peut-être assez proche, pourraient proposer la convocation des États généraux avec des collèges. Il y aurait, enfin, comme en 1789, des collèges de gilets jaunes, des collèges d'économistes, des collèges de personnalités comme vous, et nous pourrions, ça serait les premiers États généraux, et nous pourrions, à partir de là, faire émerger un programme et des personnalités qui pourraient constituer un attelage, hein, qui emmènerait à ce moment-là les électeurs vers donc des élections qui seraient comment dire, différentes des grands partis politiques actuels, quoi. Et je pense que après processus constituant, si on veut, etc. Mais je pense que la plupart des gilets jaunes que j'ai rencontrés un peu partout en France sont d'accord aujourd'hui pour participer à la convocation des États généraux. Et je pense que c'est le rôle des rencontres républicaines. Alors j'ai commencé à faire une brochure. Voilà, j'ai failli vous l'envoyer dans l'été, et puis après, je veux dire, c'est vrai que je suis aussi gilet jaune, ça se voit pas à travers mon pull rose, mais je suis aussi gilet jaune, et donc c'est pour ça que je parle, comment dire, avec de l'expérience là. Bon. Donc je pourrais distribuer par voie électronique cette brochure. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était ADP. Alors, ADP, comment dire, j'ai fait une intervention à la fête de l'UMA samedi avec, voilà, il y avait Stéphane Peu. Au RPSFR, on a écrit une lettre à l'Association des maires ruraux de France, à l'Association des maires de France, à l'Association des élus de la montagne, des élus de les collectivités territoriales, pour que dans chaque mairie, dans chaque commune, on puisse ouvrir une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine, par exemple le vendredi après-midi et le samedi matin, un bureau avec un ordinateur, 2 ordinateurs, et nous pourrions, nous, dans les communes, appeler les citoyens à aller déposer leur pétition, hein, à la mairie. Et donc Stéphane Peu m'a dit qu'il en avait parlé et qu'une circulaire était arrivée déjà dans les mairies, disant que toute commune qui voulait se porter volontaire, hein, pour accueillir cette pétition, il suffit de demander un numéro, un code au préfet, parce que, je veux dire, dans les grandes villes, c'est faisable, mais dans les territoires, c'est le parcours du combattant. Donc, c'est pas 1 million de signatures qu'on veut, c'est 5 millions. Et là, ça portera, parce qu'il y a aussi les 150 barrages hydroélectriques qu'on veut vendre. Enfin, je veux dire, je pense que ça serait, il faut absolument obtenir ces 5 millions de personnes, et peut-être même plus, et il faut se donner les moyens. Donc, il faut aller voir le maire de son village ou de sa commune et leur dire, hop, voilà, il n'y a pas de raison, il faut appeler les citoyens. Voilà, j'ai d'autres choses à dire, mais voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Bonjour à tous. Merci Ah oui, il faut se présenter. Donc, je m'appelle Hugo. Lève-toi et marche. Je m'appelle Hugo Prodhomme, donc je suis membre militant du Mouvement des citoyens, récemment refondé. Je voulais vous poser une question, parce que sur les questions de souveraineté, j'ai 2 penchants, en quelque sorte. Un penchant économique dû à ma formation et puis un penchant pessimiste dû, je ne sais pas, à ma dépression peut-être. Mais ce que j'ai peur, et ce que vous avez bien dit sur ces 40 dernières années, c'est qu'il y a eu un détricotage économique de l'État, de la puissance de l'État, et en tant qu'économiste, j'ai la faiblesse et la caricature de penser qu'en économie, pour avoir du pouvoir, il faut aussi avoir du pognon.
Et quand on voit les collectivités territoriales, à quel point elles n'ont plus aucune marge de manœuvre pour faire des politiques qui puissent être ressenties comme venant d'une idéologie particulière ou une autre, et que tous les élus locaux deviennent des gestionnaires presque pires que des préfets, en quelque sorte, qui n'ont plus aucune marge de manœuvre politique. Quand on voit qu'aujourd'hui, le pouvoir de l'argent est de plus en plus concentré, comme l'ont dit très bien certaines de vos interventions, la chose qui me fait peur à titre personnel, c'est que peu importe qui sera président de la République, qui aura le Parlement, qui aura les collectivités territoriales, est-ce qu'ils auront encore un peu de marge de manœuvre politique, un peu de pouvoir de faire changer et de transformer la société? Car quand on voit, et c'est un exemple très particulier, mais quand on voit Emmanuel Macron et sa politique, qui est cette illusion de penser que ceux qui ont beaucoup d'argent vont, qui l'ont élu dernièrement, enfin en 2017, vont avoir cette volonté de placer leur argent là où ça devient productif, là où on va créer des emplois, parce que c'est ça la théorie du ruissellement, c'est de penser que ceux qui ont beaucoup d'argent vont mettre leur argent là où il faut. Et même ceux qui ont voté pour lui, ceux qui l'ont mis au pouvoir, au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. L'inquiétude des marchés, comme dit BFM, etc., l'inquiétude et le pessimisme de ceux qui ont de l'argent fait que non, même un pouvoir de l'argent décentralisé vers quelques-uns ne va même pas être activé pour leurs représentants, Emmanuel Macron, pour lui donner un bilan un peu plus favorable, en créant quelques emplois, histoire d'acheter la paix sociale. Et donc la question que je vous pose, c'est est-ce que, voilà, ce qui me fait peur, moi, c'est la partie agir, la partie action, et ce que je crains fortement, c'est que nous nous soyons fait dépouiller de toutes nos marges de manœuvre, et que, par exemple, moi, je ne suis pas citoyen grec, donc je ne suis pas là pour critiquer Tsipras, mais ce que je crains, c'est qu'au final, n'importe lequel d'entre nous, mis dans la situation de Tsipras, se serait retrouvé dans les mêmes difficultés et dans des capacités d'action qui soient extrêmement réduites. Et à titre personnel, je n'ai pas été Premier ministre, donc je ne me vois pas donner des leçons à quiconque. Je voudrais répondre sur la question du pouvoir qu'on pourrait avoir, les moyens. Ce qui compte, c'est d'abord la détermination. Ce qui compte, c'est de convaincre le peuple de se rassembler avec une perspective donnée. À la sortie de la guerre, il n'y avait pas un rond. Tout était détruit. On a renationalisé l'électricité et le gaz. Les actionnaires, ils ont attendu 50 ans pour qu'ils soient indemnisés. On a décidé collectivement qu'on ne ferait pas de rachat immédiat et qu'on mettrait 50 ans et qu'on prendrait sur le budget pour rembourser les actionnaires. Et chaque année, un certain nombre d'entre eux étaient tirés au sort. Voilà, ils touchaient. Et puis les derniers, ils ont attendu 50 ans. Mes camarades d'extrême gauche, quand j'étais plus jeune, disaient on va nationaliser sans indemnité ni rachat. Déjà, si on a le peuple avec nous, pour pouvoir faire appliquer une position, rappelez-vous, le programme commun, on nationalisait des banques, on nationalisait des assurances, enfin, il y avait tout un ensemble de choses, quand même. La bourgeoisie voyait les chars russes sur les Champs-Élysées. Moi, j'ai des copines qui étaient aux États-Unis à l'époque. Quand François Mitterrand a été élu, les Américains étaient venus les voir en leur disant mais pauvres, il va falloir que vous restiez vivre aux États-Unis parce que vous n'allez plus pouvoir rentrer chez vous. Enfin, imaginez ça. Eh bien, il me semble que ce que les médias nous ont mis dans la tête, pas dans la nôtre, pas dans ceux qui sont là ce soir, évidemment, mais c'est que rien n'est possible. Il y a tellement de dettes, il y a tellement de problèmes, tout est trop compliqué. C'est rester devant la télé, laisser les élites diriger, tout va bien. Dormez, braves gens, on s'occupe de vous. Non, nous devons très rapidement être en capacité, avec nos convictions, de faire des propositions qui tiennent la route. Mais nous ne pourrons imposer nos choix
que si nous avons le soutien populaire avec nous. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Bien. Alors, on n'est pas encore très nombreux, mais c'est la deuxième rencontre. Il y aura une troisième, il y aura des quatrièmes. Et puis, progressivement, on va se rapprocher des échéances. Soit on est capable, soit on ne sert à rien. Eh bien, moi, je crois que ceux qui sont ici ce soir pensent qu'ils peuvent servir à quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose de notre vie et de nos convictions. On peut bousculer les bien-pensants. On peut taper dans la fourmilière. Le Parti communiste chinois, je me trompe peut-être, mais je crois que j'avais sorti l'autre fois, je crois qu'ils étaient 5 pour créer le Parti communiste chinois. Bien, le nombre au départ, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la puissance des convictions. Quand nous serons capables, sur les marchés, dans des réunions, de dire à tous ceux qui nous expliquent qu'on ne peut rien faire, en leur disant « Allez, ferme ta bouche, tu me gaves. Allez, va regarder ta télé et les chiens de garde. Nous, on est dans la rue, on cause au peuple, et c'est nous qui allons gagner, et c'est pas toi avec tes petites idées de moins que rien qui détricotent la démocratie et la souveraineté. » Merci. Georgi Kuzmanovic, vous vouliez réagir? Juste d'abord une très brève réaction à ce que tu as dit, Dominique, sur l'indépendance qu'auraient les pays de l'Est pour connaître un peu cette zone. En particulier la Pologne, elle est quasiment nulle. La Pologne a reçu énormément de subsides de l'Union européenne, a pu délocaliser ces travailleurs qui n'avaient plus d'emploi avec la destruction des usines dans le sud du pays. Et c'est quand même un pays qui a signé un contrat, qui est passé sous l'aile de Moscou à Washington. Ils signent des contrats, ils achètent des F-35, ils ont fait un contrat de 3,8 milliards de dollars pour avoir des missiles Patriot qui ne servent à rien face aux Russes, parce que ça sert contre les missiles Qassam et Skorvoil et les Scud. Ils ont quand même signé un accord qui fait acheter plus cher du pétrole aux États-Unis que celui qui est vendu par les Russes. Enfin, c'est juste un transfert de... Voilà, c'est pareil pour la Slovaquie. Il y a peut-être la Hongrie et Orban, qu'on soit d'accord ou pas avec son programme, qui est une forme de résistance à l'Union européenne. Mais la Yougoslavie, par exemple, ce pays est explosé en un tas de petits pays qui souhaitaient être indépendants et qui ont la particularité, y compris maintenant les nationalistes serbes, de vouloir avoir un pouvoir supranational encore plus grand que ce qu'en était celui de Belgrade. Et pour répondre à votre question, qui moi, je pense, est centrale, je suis d'accord, Jean-Pierre, mais les 5 communistes chinois, ils n'avaient pas peur de faire la grande marche et d'avoir des ampoules au pied. Et ça s'est fait avec ce que l'on oublie en politique, qui est de penser la violence politique et que le monde est tragique. Et l'exemple de Tsipras est très intéressant, parce qu'il faut quand même, on était au cœur de ce qui s'est passé à l'époque, il faut quand même se rendre compte de ce qui s'est passé. Tsipras voulait une victoire du oui, pas du non. Il a fait un référendum, maintenant on le sait, parce que l'histoire a été traitée, il voulait une victoire de oui, et celle qui en parle le mieux, c'est Zoé Constantopoulou, qui était son avocate, une de ses meilleures amies depuis qu'ils avaient 18 ans, et qui était présidente de la Voulie, donc du Parlement grec. Et elle a eu le courage de quitter le pouvoir. Ce qui est quand même remarquable, c'est assez rare à ce niveau-là dans les pays occidentaux, en tout cas en Europe. Mais elle a quitté le pouvoir, et la première chose qui a été coupée, la première chose qu'ils ont coupée, c'est la lutte sur l'audit de la dette qu'elle avait engagée au sein du Parlement. Et c'est là qu'elle bat blesse. Tsipras et la Grèce, c'est un petit pays, ils n'ont pas énormément de moyens d'action, mais pendant les 6 mois de négociation avec ce truc qui n'existe pas, c'est cette institution, l'Eurogroupe qui était inventé ex nihilo, le peuple a très bien compris qu'ils avaient le pistolet sur la tempe. Ils savaient très bien, ils avaient accepté la violence qui allait suivre un vote non. Et malheureusement, là pour le coup, Tsipras a trahi. Et si nous nous retrouvions au pouvoir, nous, d'autres qui représentent ce courant d'idées et qui ont l'essentiel, comme disait Dominique Jamais, au cœur la souveraineté, bien sûr, il faudrait mener des politiques spécifiques pour refaire cette souveraineté des nationalisations. Mais la première bataille, c'est ce que disait mieux que moi Gilles, c'est il va falloir lutter contre ces 40, 50, 60, 200 personnes, ces 200 familles du monde qui détiennent le pouvoir, et les menacer.
de faillite. Donc ne pas payer la dette. Parce qu'il y a une chose que l'État ne peut pas faire faillite. L'État est là. Il ne bouge pas. Les routes sont là. Les médecins, les infirmières ont toujours leur savoir. Ils peuvent travailler sous d'autres conditions. On peut créer des assignats. Les militaires ont leurs munitions. Par contre, ceux qui perdent la créance de la dette d'un État s'effondrent. Et depuis les Rothschild, à l'époque où le crédit, où les taux d'intérêt étaient extrêmement bas et où les fortunes se sont faites en prêtant de l'argent aux États, c'est de là que vient le gros de la fortune et du contrôle de ces superpuissances sur les États. Mais il faut se préparer à une guerre qui est totale, avec une violence réelle qui sera exercée, et bien évidemment, au premier chef sur le peuple. Donc c'est une question d'éducation. Donc quand il y aura des forums, des constituants, peu importe comment cela va se passer, il faut expliquer au peuple, qui je crois d'ailleurs pour les catégories populaires, par exemple de Lens, le comprend très bien depuis longtemps, ça va être violent, cette lutte. Et on rasera pas gratis. Merci. Pardon, pour répondre à la question que faire, agir, faire de la politique, et d'abord prendre conscience de cette recomposition du champ politique opéré par Emmanuel Macron, acteur, produit aussi de cette recomposition politique. C'est étonnant de voir à quel point les signifiants droite et gauche continuent d'enfermer la classe politique, la classe médiatique aussi, pour des tas de raisons. Regardons les résultats des élections européennes. C'est quand même assez intéressant. Il fallait avoir 5%, vous vous rappelez, pour les listes présentées, pour envoyer des députés au Parlement européen. Vous avez 6 listes qui ont franchi ce seuil des 5%. Les 3 listes qui sont arrivées largement en tête, le Rassemblement national, la République en marche et les écologistes, chacune de ces listes, à sa manière, a dit aux Français, mais droite et gauche, vous arrêtez avec ça, hein, on est ailleurs, c'est autre chose. Et ils ont déroulé. Les 3 qui ont fait un petit peu plus de 5%, c'est-à-dire les Républicains, le Parti socialiste et la France insoumise, 6%, sont revenus, et c'est très frappant d'ailleurs pour la France insoumise, sont revenus à la gauche, le signifiant gauche, les Républicains, François-Xavier Bellamy qui tirait la liste et qui à plusieurs reprises a dit « Mais quand j'entends parler Marine Le Pen, je crois entendre Georges Marchais. » Bon. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a dû prendre la photographie quand même de ces élections européennes. Aux élections présidentielles et législatives de 2017, il avait de belles intonations sur la souveraineté nationale, 20%, et là on retourne dans le gauchisme culturel, 6%. Voilà. Donc il faut prendre conscience à un certain moment de ce à quoi aspirent les Français. C'est pas simplement, c'est ce que veulent les Français. C'est-à-dire ils ont dit, oui bien sûr, droite et gauche est des catégories politiques tellement anciennes qu'elles n'ont pas totalement disparu. Mais il y a quand même, avec la globalisation, avec le nouveau contexte international, de nouveaux clivages, on l'a rappelé, au niveau d'ailleurs européen et international, qui ont vu le jour. Évidemment, on a des difficultés devant nous, et des difficultés qui sont les suivantes. J'aime bien lire Jérôme Sainte-Marie, que vous connaissez certainement, qui est un politologue épatant, qui avait écrit un ouvrage, Le Nouvel Ordre démocratique, 1 an et demi avant les élections présidentielles. Il a tout écrit. Il a vraiment, 1 an et demi, il avait dit voilà ce qui va se passer, et ça s'est passé. C'est-à-dire la photographie politique de la France, de la carte aujourd'hui, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Vous avez 4 forces à 20%, peu ou prou. Bon, 4 forces à 20%. Vous avez 4 forces politiques à 20%. Vous avez un bloc élitaire qui a voté Macron et Fillon. C'est les bourgeoisies. Pour aller vite, c'est les bourgeoisies, et les bourgeoisies qui vivent dans les métropoles. Et vous avez un bloc populaire. Mélenchon, Marine Le Pen, qui vit dans les banlieues, qui vit dans ce qu'on appelle la France périphérique. Évidemment, on voit bien que, et on l'a encore vu aux élections européennes, les élites, les classes dirigeantes, la bourgeoisie, c'est très bien défendre ses intérêts. Et c'est quand il le faut se rassembler pour défendre ses intérêts. La difficulté pour nous, c'est qu'on a du mal à rassembler ce bloc populaire. Et c'est peut-être l'ambition que nous devons avoir pour les années à venir.
Je réponds après que Jean-Philippe a parlé, qu'il n'y ait pas de malentendu, Georges, entre nous. L'exemple de la Pologne est l'un des exemples qui montre avec quelle hâte et quelle précipitation de façon maladroite on a, pour élargir l'Europe, admis dans l'Union européenne des pays qui n'avaient pas le même niveau de vie, qui n'avaient pas les mêmes intérêts, les mêmes convergences, les mêmes orientations. On le constate tous les jours. Et la Pologne, effectivement, tu as parfaitement raison, ça ne m'a pas échappé, a un tropisme pro-américain parce qu'elle a une crainte de la Russie qui explique quand même un petit peu son histoire. Hein. De la même manière, la Pologne ne fait pas une confiance démesurée aux Allemands et même pas aux Français. Elle ne garde pas un bon souvenir de notre brillante intervention de 1939. Mais non, ce que je voulais dire simplement, et qui est exact, qui est incontestable, j'étais sur un autre registre, c'est qu'un gouvernement qui peut s'enorgueillir d'avoir fait tomber le niveau de chômage à 4%, d'avoir une croissance de 4% dans l'Union européenne, d'avoir introduit un 13e mois de pension pour les retraités, et d'avoir le projet de doublement du SMIC dans les 4 ans qui viennent, est un gouvernement qui se préoccupe, semble-t-il, de l'état économique et social de sa population, et qui pour cela est populaire. Sur un tout autre plan, je voudrais rappeler, cher Georges, et l'apprendre à ce public, que pas plus tard qu'avant-hier, nous avons, avec un certain nombre de mouvements, créé un comité de liaison qui se réunira pour la première fois le 17 octobre et qui a pour mission, qui a pour but de faire en sorte que les gens ou les mouvements qui sont représentés à cette table, à cette tribune, et d'autres encore, s'entendent, se rencontrent. Vous étiez invité d'ailleurs, cher Jean-Philippe, s'entendent, se rencontrent pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble en termes de communication et, s'il se peut, en termes d'action. Bonsoir, donc je me présente Jean-Charles Ourcade, je suis ingénieur, j'ai eu une longue carrière dans l'industrie et en 2017 j'ai eu l'honneur d'être le porte-parole du mouvement de la France Insoumise sur les questions industrielles, entreprises et politique industrielle. C'était une magnifique campagne. Depuis, j'ai eu le sentiment que les bagarres que nous avions menées au sein de ce mouvement, avec notamment Georges Kuzmanovic pour les questions de souveraineté, avec notamment l'organisation en 2016 du colloque pour un nouvel indépendantisme que nous avions organisé au ministère des Armées. Donc ces préoccupations ont été un petit peu oubliées dans ce mouvement, m'amener à prendre un petit peu de distance. Mais ce n'est pas l'objet de ma intervention. À la tribune a été dit plusieurs fois par, je ne me souviens plus, les honorables intervenants, que l'un des objectifs centraux de l'oligarchie d'aujourd'hui, et notamment de l'ultralibéralisme incarné par M. Macron, est fondamentalement d'éliminer du concept de démocratie l'intervention populaire. C'est-à-dire de sortir du jeu les citoyens, leurs représentants parlementaires, et de façon générale, les peuples. Pour les remplacer dans les prises de décision, parce que la politique c'est de la prise de décision, pour les remplacer aussi exclusivement que puisse se faire par le représentant de la finance, des banques et des grandes entreprises multinationales, mondialisées. Ça, c'est l'objectif central et c'est la bataille politique en France. Ce que je voudrais dire, et je vais l'illustrer par mon expérience personnelle, c'est qu'il y a un lieu où cet objectif est déjà pleinement réalisé. Et ce lieu, c'est Bruxelles. Ce sont les institutions européennes. J'ai eu la chance, les avantages de ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, j'ai vécu l'expérience de devoir aller à Bruxelles à peu près 1 à 2 fois par mois pendant 4 ans pour défendre les intérêts de l'industrie française, des PME et de ZTI françaises sur des questions obscures, techniques de propriété intellectuelle. Bon. Donc ça m'a amené à y être régulièrement et y passer mon temps dans les ateliers, les workshops, les réunions interservices, mais également les cocktails, traîner autour des machines à café pour essayer de comprendre comment se prennent les décisions à Bruxelles et comment est-ce qu'on peut influer pour porter des intérêts, en l'occurrence ceux que j'avais mission de défendre, qui étaient l'intérêt de l'industrie française. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, qui m'ont été expliquées finalement par les hauts fonctionnaires européens eux-mêmes. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'attendez, il faut oublier la notion de politique telle que vous les concevez en France. Ici, ça ne marche pas comme ça. La bonne décision, sur la logique communautaire qui est celle qui règne à Bruxelles, c'est qu'une bonne décision, c'est-à-dire celle qu'on peut considérer comme appartenant à une bonne gouvernance, et là on va trouver toute la novlangue managérielle
des grandes entreprises. La bonne gouvernance, une bonne décision, c'est celle qui représente le barycentre, la somme pondérée des opinions des principaux stakeholders. J'emploie à dessein la novlangue, parce que c'est elle qui est utilisée. Les stakeholders, ce sont les parties prenantes. Ce sont les gens qui ont légitimité à représenter les intérêts. Et à Bruxelles, ça s'appelle des lobbies. C'est ça, les lobbies. Ils sont légitimes dans cette logique-là. Il y a 2 à 3 fois plus de lobbyistes européens à Bruxelles que de fonctionnaires. Et là-dedans, il y a une petite majorité de lobbyistes américains. Cherchez l'erreur. Bon. Mais ce n'est pas important. Tout ça est internationalisé. Les lobbies sont là pour présenter effectivement l'avis et le poids économique qu'ils ont derrière eux. Si on prend l'exemple de l'avenir du glyphosate, on va chercher le point d'équilibre entre le lobby de l'industrie pharmaceutique, le lobby des grands céréaliers, ce sont les 2 principaux lobbies, et puis marginalement, est-ce qu'il y a des petits lobbies qui s'expriment? Le lobby des agriculteurs de montagne, probablement qu'il n'existe pas, donc il n'est pas entendu. Dans ce jeu, les peuples n'existent pas non plus. Ce n'est pas prévu. Les opinions publiques ne sont pas prévues. Et au bout du compte, on est arrivé, c'est la réalité de la prise de décision communautaire dans les institutions européennes, à un système où on n'est plus sur une notion périmée de un homme, une voix, un peuple, non. On est sur combien de divisions, combien de millions d'euros, combien de milliards d'euros, voilà, quel est le poids économique de chacun de ces stakeholders. On est dans une logique où la démocratie est celle d'une assemblée générale d'une multinationale, d'actionnaires de multinationales. C'est ça, ce qui remplace, on n'est plus dans la démocratie, on est dans quelque chose qui est déjà la réalité. Et aujourd'hui, ce qui est l'enjeu en France, l'enjeu de ces abandons successifs et croissants de souveraineté que nos gouvernements ont consenti et continuent à consentir au profit de cette espèce adémocratique ou post-démocratique, il est là. C'est vers ça qu'on va. Et si la population, si le peuple français savait ce qui se passe là-bas, et vers quoi est-ce qu'on est en train de l'entraîner, je pense qu'on dépasserait et de loin l'ampleur de la révolte des Gilets jaunes. Et l'une des choses qu'il faut qu'on fassions tous dans notre combat, et la lutte contre la privatisation d'ADP en est un exemple, c'est argumenter, faire comprendre vers où ces gens-là sont en train de nous entraîner et vers où tout ceci signe la fin non seulement de la souveraineté, mais la fin de la politique et la fin de la démocratie. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis David Gahuzer, ancien de la France Insoumise et aujourd'hui au nouveau mouvement la République souveraine et notamment à la Commission des Affaires étrangères de ce mouvement. Je voudrais revenir je voudrais aborder 2 points. Le premier a été effleuré, c'était le point de l'indépendance nationale, je pense à laquelle il faut au plus vite revenir en redéfinissant notre diplomatie. On voit bien que les médias, qui ne sont pas du tout neutres dans cette affaire, présentent notamment la Russie comme le grand Léviathan. Alors, je précise tout de suite ici, je n'approuve pas du tout la politique de M. Poutine, mais en revanche, il faut comprendre qu'au niveau de sa politique extérieure, il y a une convergence interpartisane en Russie. Si bien que nos médias ont abordé la dernière élection russe en pariant sur le mauvais cheval, c'est-à-dire Navalny, en mettant l'accent sur les pressions qu'a subi Navalny, bon, effectivement, il en a subi de la part de Poutine, mais ce qui a été minoré, et ça c'est une surprise, c'est que le peuple russe, aux dernières élections législatives, là, en début de ce mois, c'est le Parti communiste qui a entre-temps été rajeuni, qui a gagné. Tout ça pour dire qu'il y a des surprises qui viennent des peuples, que nos médias minorent, et qui exigent de nous qu'on se repositionne au niveau diplomatique vers une indépendance gaullienne, transpartisane, et qui fait vraiment aussi le ciment, le cœur de notre souveraineté. Et j'en viens à aborder le deuxième point, ma deuxième question, qui porte sur la laïcité, le concept de laïcité, qui est aussi un autre instrument de notre souveraineté, puisque
C'est une des raisons de mon départ de la France insoumise. La laïcité, au sens le plus républicain du terme, était plus ou moins détruite, galvaudée par un certain gauchisme, mais qui rejoint, quelque part, ça a été dit au début de cette intervention, qui rejoint l'état d'esprit provenant on va dire, des partis libéraux, d'En Marche, qui ont une vision anglo-saxonne, communautariste, justement de la séparation des pouvoirs, et de la séparation, je veux dire, entre, entre le sacré et le public. Et justement, cette vision anglo-saxonne va à l'encontre de nos principes de la loi de 1905, et là-dessus, il est temps que nous nous fédérions, droite et gauche réunis, pour réaffirmer cette base républicaine et française, donc de laïcité, qui est notre socle commun, avec d'autres valeurs, de notre souveraineté. Merci. Bonsoir, je suis Corinne Dupré, je suis auteure en psychologie du travail chez Studirama. On parle de souveraineté, mais je suis assez étonnée que personne n'ait évoqué la monnaie. Parce qu'on a perdu notre pouvoir de frapper monnaie avec notre entrée dans l'Union européenne. Et est-ce que la priorité, ce ne serait pas de sortir de l'Union européenne pour pouvoir frapper monnaie de nouveau, et puis ensuite commencer à réfléchir ensemble aussi, puisque ça a été proposé plusieurs fois, pour qu'on avance ensemble avec un projet français. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres questions. Bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Malik, je suis, même si je le revendique pas trop parce que j'ai pas à le revendiquer, je suis quand même issu des banlieues. Je trouve, mis à part monsieur qui en a fait référence, je trouve qu'on n'en parle pas trop. Le titre de ce soir c'était savoir si la France était encore une souveraineté. Si on prend la question européenne, bon, clairement non, hein, pour les raisons que vous avez évoquées, hein, Maastricht, et aussi des intérêts au sein d'une Europe qui sont pour moi contradictoires. Hein. Les intérêts de la France n'ont pas les mêmes que les intérêts d'autres pays, donc c'est compliqué. Moi je voulais parler de démocratie, parce qu'au fond le problème de souveraineté c'est aussi un problème de démocratie. Démocratie en tant que régime et aussi démocratie en tant que société. Société basée sur la relation sociale. J'ai l'impression que le peuple cherche à retrouver sa souveraineté en tant que régime, mais plus trop en tant que lien social. J'ai fini de lire un livre de Christophe Guillouis qui parlait de la perte de la classe moyenne. Beaucoup de gens considèrent qu'elle existe encore, en réalité elle n'existe plus. Plein de phénomènes le démontrent, hein. Ça a commencé par un phénomène de désindustrialisation, on a eu la peau des employés, on a eu la peau des artisans. Maintenant, on essaye d'avoir la peau des derniers bastions, entre guillemets, protégés, que sont les retraités et les fonctionnaires. Ensuite, voilà, le Macron aura terminé son film, et puis on sera bien avancé. Moi, ce qui me perturbe, c'est que la France est multifracturée. Toutes les conditions sont réunies pour assister à une manifestation généralisée et générale. Et à la place de ça, on assiste à des manifestations, une généralisation des manifestations, mais catégorielles, professionnelles, identitaires, communautaires, etc. Donc il n'y a pas de cette espèce de... Tout le monde appelle ça la convergence des luttes, mais moi je n'appelle pas ça comme ça. J'aimerais que le lien social soit le sens commun à tous. Voilà, donc il faut que tous on œuvre pour produire le bien commun et qu'on puisse tous le porter. Donc pour moi l'enjeu est là. Alors la question qu'il faut poser c'est de savoir de quelle manière on le fait. Il faut associer les politiques. Mais moi je pense que surtout ce projet sera incarné par le citoyen. Voilà, donc
pour moi, la souveraineté se discute à ce niveau-là. Voilà. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est savoir de quelle manière on peut retrouver cette classe moyenne qui était hyper intégrationniste économiquement et aussi respectueuse culturellement. Merci beaucoup. Denis Lelièvre, avocat, je viens à pied. Bon, j'aurais pu faire en métro le trajet Bastille jusqu'à ici. J'ai choisi de le faire à pied, il faisait beau. Mais je viens à pied de l'Opéra. Parce qu'aujourd'hui, nous manifestions, les professions libérales, les indépendants, contre les différents hold-up qui sont en train d'être faits pour les retraites. On nous demande, pour les avocats notamment, de cotiser le double pour percevoir finalement un tiers de moins dans nos pensions de retraite. On ne s'est pas concerté. Un intervenant précédent parlait de la disparition des classes moyennes. J'en ai, avec mes pieds aujourd'hui, eu l'illustration tout à fait physique et tout à fait immédiate, ou quasi immédiate, parce que cette loi va tuer notamment, je parle pour mon métier, avocat de proximité, les petits. Ne vont rester que les 300, tout à l'heure vous disiez, Monsieur Casanova, les 3 ténors du barreau d'un cabinet de 50. Et les petits, les indépendants, les avocats de quartier, les avocats de petite ville, les avocats de chef-lieu de canton, éventuellement de sous-préfecture, qui n'ont plus de tribunaux de grande instance, nous allons disparaître. Parce que nous ne pourrons pas nous en sortir avec ces augmentations de cotisations retraite qu'on va nous imposer. Mais c'est pas tellement pour ça que je voulais parler ce soir, c'était pour répondre à la question, la France est-elle encore souveraine? Ma réponse, en tout cas, c'est la suivante, c'est que la France était-elle encore souveraine le 17 juin 1940? Non, elle avait tout perdu, sauf une chose, la volonté de s'en sortir. Et dès le lendemain, 18 juin 1940, la France était à nouveau souveraine, parce que quelqu'un avait exprimé la volonté de s'en sortir et de rassembler autour de lui pour s'en sortir. Ça n'a duré qu'une journée, ce désespoir absolu et cette absence d'espoir. Alors nous, que peut-on faire? Que pouvons-nous faire à notre niveau? Alors évidemment, il y a des luttes. Je dirais, les calendriers des luttes, merci Coralie de porter à bout de bras le projet de lutte contre la privatisation d'ADP en militant à fond pour qu'on signe cette pétition pour qu'il y ait référendum. Bien sûr qu'il va falloir s'engager d'une manière ou d'une autre, chacun en liste ou à titre individuel pour les élections municipales. Bien sûr qu'il y a des échéances et des nécessités qui font qu'on doit, chacun à son niveau, porter la parole. Mais il faut surtout, je pense, avoir une vision beaucoup plus globale et réfléchir à cette volonté. A-t-on enfin récupéré, retrouvé en France cette volonté d'imposer notre souveraineté et notre indépendance? Sinon, ça ne servira pas à grand-chose et on perdra. Et quand on gagnera, ça ne servira à rien comme en 2005, où on perdra petit à petit, un peu sans réagir. Je pense qu'il faut absolument cette volonté. Cette volonté, la France est née en 843. L'Allemagne ne l'a jamais voulu. Que l'Allemagne ne l'ait jamais voulu, c'est une chose. À nous de nous imposer contre l'Allemagne depuis 1843. On l'a fait en 1843, on l'a fait en 1648, on l'a fait en 1800 et quelques, 1805, etc. On l'a fait en 1914-1918, on l'a fait en 40-44, on peut le faire à nouveau, c'est pas l'Allemagne qui doit faire peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est la perte temporaire, je l'espère, mais actuelle, de la volonté d'affirmer notre indépendance et notre souveraineté. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Alors moi je suis un citoyen lambda, comme peut-être plusieurs ici, donc je ne suis pas encarté, j'ai été encarté nulle part, et donc j'ai une remarque à faire. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de partis politiques, de mouvements, de groupes qui se réclament du souverainisme. Souverainisme de droite, de gauche, ou entre deux, c'est-à-dire ni droite ni gauche. Et donc, déjà, c'est important, tout le monde est d'accord pour aller dans le même sens, comme disait monsieur.
aller dans le même sens et une dynamique, comme vous disiez également. Il faut une dynamique. Donc je voudrais proposer une dynamique. Donc elle voudra ce que ça voudra. Hein. Donc pour moi, il faut une structure qui a 3 axes. Le premier axe serait une plateforme numérique. Cette plateforme numérique, en fait, c'est un site internet, mais ayant plusieurs fonctions. La première des fonctions qui serait intéressante d'avoir, c'est une place de marché. Une place de marché, c'est comme Amazon, Mano pour les bricoleurs. Donc, il y a une place de marché qui vend des produits, et puis il y a à côté des commerçants, des vendeurs qui vendent autre chose. Donc, je pense qu'il serait bien qu'il y ait une place de marché du souverainisme, où chaque parti serait représenté, pourrait venir se présenter, venir donner son calendrier, ses activités. Donc, ce serait le premier point. Le deuxième point sur cette plateforme numérique serait un forum. Parce qu'en fait, nous sommes pour la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, ça veut dire donner la parole au peuple. Donc, l'important, c'est d'avoir un forum où les gens puissent poser des questions, puissent avoir des réponses, puissent donner des idées. Alors, ces idées pourraient être centralisées pour en faire des articles dans la plateforme numérique. Donc, la partie place de marché, la partie forum, et également une partie article. Article donc de ce qu'on pourrait dire des belles plumes. Par exemple, Madame Delhomme ou des économistes comme Jacques Sapir et tout ça. Donc ça serait le premier axe. Mais cet axe-là tout seul, c'est bien, mais c'est du théorique, c'est du virtuel. Le deuxième axe serait des groupes locaux. C'est-à-dire de venir sensibiliser via cette plateforme numérique des personnes qui sont peut-être souverainistes, mais qui ne le savent peut-être même pas, et qui pourraient, souverainistes de droite, de gauche ou les autres, venir se rassembler au niveau local, au niveau d'une commune, pour venir constituer, parce que je vous rappelle quand même que dans 6 mois, il y a les municipales, ça permettrait de constituer des listes de souverainistes de tous bords, et qui pourraient peut-être se présenter en tant que liste municipale, chose que, indépendamment, ils ne pourraient pas faire. Alors, ces deux choses-là, en fait, si on réfléchit bien, ça a déjà existé. Ça a existé, en fait, il y a quelqu'un qui en a sorti la même chose, c'est-à-dire une plateforme numérique, mais il n'y avait pas de place de marché dessus. C'était en fait Désir d'avenir, lancé par Ségolène Royal. Ce désir d'avenir, alors l'avenir, bon, c'est bien, tout le monde rêve d'un bel avenir. Tout le monde rêve, mais avant l'avenir, il faut du changement. Et avant le changement, il faut de la résistance. Il faut résister. Parce qu'actuellement, si on n'y a pas de résistance, il n'y aura jamais de changement, il n'y aura pas de nouvel avenir. Alors, ce mot résistance, c'est aussi important au niveau des souverainistes. Parce qu'on se rappelle quand même qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le Conseil national de la résistance, où différentes personnes qui ne s'appelaient pas souverainistes à l'époque, mais qui l'étaient également de droite avec les gaullistes, de gauche les communistes, et d'autres se sont rassemblés pour venir créer ce Conseil national de la résistance, qui a fait beaucoup de choses au niveau des Français, pour les Français, et le pouvoir libéral est en train d'essayer de les détruire. Alors, donc, ça serait le deuxième axe. Alors, donc, au niveau de cette entité, qui pourrait être une association, parce que Désir d'avenir, c'était une association. Au départ, c'était un parti politique, mais qui est devenu association. Association loi 1901. Donc, on pourrait très bien créer une association de type loi 1901, basée sur un peu les statuts de Désir d'avenir, en l'appelant, par exemple, Désir de résistance. Parce que, en fait, ça permettrait de sensibiliser les gens à la résistance. Ou la résistance républicaine. Hein. Mais, en fait, une entité comme ça, mais c'est pas tout. Parce que ces deux choses, ces deux axes, c'est-à-dire plateforme numérique et groupes locaux, ça suffit pas encore. Il manque quelque chose. Il manque du concret.
Alors le concret, en fait, il est fait actuellement par le gouvernement. C'est le gouvernement qui fait le concret. Ce ne sont pas les députés. Les députés, ils ne servent pas à grand-chose actuellement. Et pour faire le concret, donc il faudrait que cette association fasse un contre-gouvernement, c'est-à-dire ce qui est en fait les shadow cabinets au niveau anglo-saxon. Mais ces shadow cabinets au niveau anglo-saxon sont montés par des parlementaires de l'opposition. Là, nous, non. C'est en fait le souveraineté populaire. Donc ça doit être des gens du peuple, connus ou non connus, mais spécialistes dans leur domaine. Donc les 3 axes, plateforme numérique avec place de marché pour vraiment que tout le monde, que les gens connaissent tous les partis et que chaque parti puisse être représenté. Une partie forum pour qu'on puisse poser des questions et faire avancer les idées. Et puis des groupes locaux et un contre-gouvernement où on retrouverait toutes les sensibilités. Moi, je voudrais revenir sur une question qui a été abordée à plusieurs reprises, tant à la tribune dans un premier temps, que par Gilles Casanova dans la salle, ou par Malik il y a une seconde, qui est la question de la centralité de la question démocratique dès lors qu'on parle de souveraineté. Je prends pour un acquis important le fait que, de ce que j'ai entendu ce soir à cette tribune, lorsqu'on parle de souveraineté, tout le monde considère que la souveraineté est consubstantielle de la souveraineté populaire. Pour moi, c'est important parce que c'est pas une évidence. Il peut y avoir d'autres formes de souveraineté et celui ou celle qui exerce la souveraineté n'est pas nécessairement dans l'histoire et dans la construction le peuple. Si tel est le cas, s'il y a consensus là-dessus, c'est une base et quelque chose d'important. Mais est-ce que ce corpus commun est suffisant pour penser une forme d'efficacité et d'opérabilité de ce que nous portons? Autrement dit, est-ce que le fait que cette idée, dont nous pensons qu'elle est centrale et qu'elle est partagée par les gens qui se retrouvent ici, avec des nuances, voire des différences qui peuvent être possibles entre nous, mais est-ce que le fait que nous ayons cette idée dont nous pensons qu'elle est la bonne, fait que cette idée sera nécessairement victorieuse? Je ne le crois pas. Et il ne suffit pas pour cela, je pense, à mon sens, d'avoir une marque, voire même une incarnation pour cette idée. Je pense que l'analyse politique de la période nous dit exactement le contraire. Si j'ai pris le temps dans ma première intervention de parler des blocages électoraux et des blocages électroniques et des blocages électoraux et des blocages démocratiques à travers toute l'Europe et notamment en France, c'est parce que nous sommes aujourd'hui rendus à ce que je considère être un moment qui est le moment où les gens, où les citoyens en conscience refusent dans les urnes de déléguer leur souveraineté. Quand ils vont aux élections et qu'on ne peut pas mettre un gouvernement en place, même sous la forme d'une majorité ou d'une grande majorité, c'est que les gens en conscience décident de bloquer le système comme ils essaient de le bloquer également depuis des années par l'abstention. Est-ce que parce que nous nous revendiquons de la souveraineté populaire les uns les autres dans nos différences? Est-ce que parce que nous nous revendiquons de la souveraineté populaire, les gens nous donneront quitus et nous diront « nous vous faisons confiance » ? Je ne crois pas à cette réalité. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons capables de prendre à notre compte et d'entendre le fait qu'il y a un refus de délégation de souveraineté et même que la question de la représentation elle-même est insuffisante à retranscrire l'ensemble de la volonté générale. Les gens réclament aujourd'hui de pouvoir exercer leur souveraineté de manière permanente et inaliénable. Autrement dit, la représentation à elle seule n'est pas suffisante. Il faut y adjoindre, y ajouter quelque chose. Et qu'est-ce que nous proposons ? Qu'est-ce que nous proposons pour rentrer là-dedans et pour aller plus loin avec eux? De ce point de vue-là, il y a des obstacles à lever. Le monde politique a basculé depuis une dizaine d'années maintenant dans le dissensus assumé. Jusqu'à présent, je prends juste quelques exemples, il y avait, à partir du moment où une volonté assez large dans le milieu populaire s'exprimait, des politiques qui reculaient, peut-être parfois pour mieux sauter, mais qui reculaient. C'était Devaquet en 86, c'était la réforme sur l'école privée en 83, c'était Juppé et les retraites en 95, c'était y compris De Villepin et le CPE en 2006. En 2010, il y a une rupture qui s'opère avec Sarkozy, qui, de par la dimension monarchique qui est celle des institutions et de la Ve République aujourd'hui, fait
du fait de passer en force sur les retraites, déjà à l'époque une affaire personnelle. À partir de là, il refuse de céder. Hollande s'engouffre dans la brèche pendant son quinquennat. Macron a fait exactement pareil à la fois sur la loi travail, mais également avec le mouvement des Gilets jaunes. Autrement dit, la sphère politique assume le fait du dissensus et ne recherche plus le consensus. Eh bien nous, qui prétendons être celles et ceux qui veulent porter le plus loin possible l'expression de la souveraineté populaire, j'assume, moi, être un jacobin. Pas tant un jacobin centralisateur, encore que un jacobin dans le sens où je suis convaincu que le jacobinisme est le courant de pensée qui, dans l'histoire, a porté le plus loin la recherche entre la possession et l'exercice de la souveraineté. Ce sont les gens qui ont travaillé, qui ont été le plus loin pour essayer de mettre des choses en place. Qu'est-ce que nous apportons, nous, comme réponse à cela? Je ne dis pas que j'ai une réponse toute faite, mais je dis que la captation que nous aurions sur notre nom, non seulement ne répond pas à la période et que nous n'engagerons pas la confiance, et les gens n'auront pas suffisamment confiance en nous, plus qu'en les autres, pour nous déléguer leur souveraineté, ils ne le souhaitent pas. Donc quelle méthode nous mettons en place pour leur redonner la main? C'est l'idée du processus constituant qui est une réponse justement à la fois aux situations de blocage, mais au fait de vouloir recréer ensemble un système qui sera ce qu'il sera, avec sans doute une forme représentative. Je pense qu'elle est encore utile pour l'unité et l'indivisibilité de la nation, mais il y a de joindre une dimension de participation et de démocratie directe. Tel est, à mon avis, le défi qui est devant nous, et les républicains que nous sommes, les souverainistes que nous sommes, et donc celles et ceux qui sont attachés à la souveraineté populaire, c'est un défi auquel nous devons nous atteler en étant les héritiers de Rousseau. Vous savez, Rousseau disait que la volonté générale et l'émanation du peuple réside dans le peuple, elle produit naturellement un intérêt général, et cet intérêt général, c'est d'aller vers le bonheur commun. Soit on croit dans le peuple et on pense que c'est ce débouché humaniste et émancipateur qui en sortira, soit on a des préventions par rapport à cela, et dans ce cas, on reste dans les cadres déjà imposés. Oui, mais c'était pas vraiment une question, c'était simplement pour souligner qu'on avait omis d'en parler. Oui, c'est vrai, la question monétaire, c'est vraiment une question de souveraineté très importante, d'autant plus qu'en corrélation avec la question monétaire, il y a la question budgétaire. En fait, c'est parce qu'on est dans une monnaie unique, avec d'autres pays européens, qu'on est aussi soumis au pacte de stabilité et désormais aux impératifs du semestre européen, en vertu duquel les pouvoirs de contrôle de la Commission, à partir de 2011-2012, se sont accrus. Et aujourd'hui, la Commission européenne reçoit les projets de budget des États membres avant même que les parlementaires les aient vus. Donc c'est une question plus globale, en fait. C'est la question de la souveraineté économique de la France dans un contexte européen qui se pose. Mais la question monétaire est fondamentale, surtout que là, il va y avoir un changement de la direction de la BCE. Alors, le patron de la BCE, Mario Draghi, était très bon. Il a vraiment réussi à imposer un certain nombre de choix, notamment aux Allemands, mais en fait à ceux qu'on appelle les faucons, parce qu'il y a des faucons et des colombes au sein de la BCE. Les colombes, ce sont les gens qui sont d'accord avec la politique hétérodoxe que mène Draghi, qui ont soutenu le quantitative easing, qui ont soutenu la baisse des taux, etc. Et puis les faucons, c'est tous les gens qui ont une conception plus allemande de la monnaie, c'est-à-dire l'Allemagne et grosso modo ses satellites, quoi, les Pays-Bas. Voilà. Ce qu'a fait Draghi, c'est s'il est parvenu à sauver l'euro indépendamment des vices de construction de cette monnaie, c'est parce qu'il a réussi à imposer une politique monétaire très hétérodoxe et qui a fait faire des bons à chaque fois, à chaque étape, au banquier central allemand, qui a été le seul en 2012 à s'opposer aux mesures qu'il a prises au plus fort de la crise des dettes souveraines et de l'euro. Le banquier central allemand, pour des raisons idéologiques de très long terme et d'attachement de l'Allemagne à une certaine façon de gérer la monnaie, a été le seul opposant à ce moment-là à Draghi, malgré le fait qu'il y avait urgence à prendre des mesures, parce que sinon l'euro allait éclater. Voilà. Donc Draghi avait cette autorité-là. Est-ce que Christine Lagarde va avoir la même autorité ? C'est difficile à dire pour l'instant. En tout état de cause, Draghi, avant de partir, a pris une série de décisions la semaine dernière. Il a décidé de baisser à nouveau les taux d'intérêt, alors qu'ils sont déjà négatifs. Il a décidé de reprendre les achats de dettes souveraines sur le marché secondaire.
Et immédiatement, les banquiers centraux allemands et néerlandais sont montés au créneau pour dire que c'était inacceptable, pour dire que la situation ne le justifiait en aucun cas, pour dire que certes la croissance est faible, mais qu'elle n'est pas suffisamment faible pour que ces mesures hétérodoxes nouvelles se justifient. Et le plus probable est qu'ils sentent venir le moment où ce sera plus Draghi qui est capable d'imposer cette politique monétaire très particulière et où ce sera Christine Lagarde. Et je pense que les faucons vont essayer de prendre la main sur elle, en fait. Voilà. Cette manière de se rebeller contre Draghi, c'est une manière aussi de la jauger et de la prévenir que, attention, ils auront l'œil et qu'ils ne vont pas pas forcément la laisser mener la même politique monétaire. Sachant que l'Allemagne aurait pourtant de bonnes raisons d'accepter les mesures qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne, parce que l'Allemagne est elle-même très très près de la récession aujourd'hui. C'est un pays dont le modèle économique est probablement à bout de souffle, un modèle économique qui est essentiellement organisé autour des exportations, avec une tendance à fétichiser l'équilibre budgétaire parfait, et qui fait que le pays est en déficit d'investissement, une tendance à maintenir les salaires faibles qui fait que la demande intérieure est insuffisante. Et aujourd'hui, ce modèle qui mise tout sur la compétitivité coût et sur les exportations est épuisé, et ce pays-là, qui était la locomotive de la zone euro, arrive lui-même dans des périodes de difficultés qui sont probablement parties pour durer. Voilà. Merci. Le problème, c'est que vous voyez bien comment ça se passe à l'occasion des élections. Les partis qui proposent la sortie de l'Union européenne, ça fait 1%. Voilà. Attendez. Simplement, donc Claude Nicolet pour suivre. Alors très bref, et puis Jean-Pierre Létron encore plus bref, avant la nouvelle salve de réaction dans la salle. Oui. Alors très bref, deux petits exemples, deux anecdotes. Vous avez évoqué les questions industrielles, les lobbies. Je voudrais rebondir là-dessus. Bastien a eu la gentillesse tout à l'heure de dire d'où je venais, géographiquement parlant. J'entends que ça se passe très concrètement de la façon suivante. Vous savez que chez nous c'est Dunkerque, c'est le littoral du Nord. On a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, Gravelines. 6 réacteurs de 900, aujourd'hui à peu près 900, alors 900 à l'origine, 950 MW aujourd'hui, par réacteur. Forcément, ça entraîne une certaine identité du tissu industriel, puisqu'il y a une énergie qui est là. Donc l'énergie, c'est l'aluminium, puisque c'est fortement consommateur, c'est l'acier, enfin c'est tout ça. Mais c'est pas les seuls, et donc on a tous ces braves gens qui vont négocier à Bruxelles pour continuer à avoir un accord de l'électricité le plus favorable possible, une électricité décarbonée, électricité nucléaire, pas chère, fiable, de qualité, ceci, cela. On va voir la DG Concurrence, qui sont de véritables intégristes, puisque auparavant, après Péchinet, c'est devenu Alcan. Alcan, ce sont des Canadiens, donc on ne peut pas les soupçonner d'être des marxistes invétérés. Ce sont des libéraux convaincus, assumés, qu'ils le disent, qu'ils le revendiquent. Et quand vous discutez avec eux, ils vous disent très clairement, mais qu'est-ce que c'est que ces gens à la DG Concurrence? C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Eux-mêmes venant du monde anglo-saxon, de l'entreprise américaine, ils ne comprennent pas la logique intellectuelle qu'il y a derrière ça, si ce n'est une logique purement suicidaire. C'est la raison pour laquelle la France est engagée maintenant dans un processus de privatisation de son énergie hydroélectrique, puisque la DG Concurrence dit « Ok, vous repassez un accord avec EDF, centrale, ceci, cela, pour l'énergie nucléaire, à Dakar, mais ailleurs aussi, hein, Saint-Jean-de-Maurienne, enfin bref, ce qu'on appelle les hyper électro-intensifs. Mais à ce moment-là, vous privatisez les barrages. » Voilà, et ça se passe comme ça, uniquement comme ça. Après, vous rajoutez à ça les taxes carbone que nous avons, qui nous sont imposées, et par exemple, Arcelor maintenant, Arcelor Dunkerque, doit payer à elle seule, l'entreprise de Dunkerque, 75 millions d'euros de taxes carbone pour cette année. C'est l'équivalent de ce que Arcelor envisageait d'investir sur le site d'Hayange.
qu'elle ne fera pas puisqu'elle doit payer 75 millions d'euros de taxes carbone, que évidemment ni les Turcs, ni les Chinois, les Turcs qui sont des redoutables concurrents sur cette question-là, ni les Chinois, ni d'autres, bien évidemment, n'ont à payer. Alors très rapidement aussi, je voudrais il y a une chose qu'on doit prendre en compte, je passe du coq à l'âne, mais ça fait aussi partie de la question de la souveraineté, ces affaires-là, hein, ça c'est tout à fait évident. Macron, ça a été la divine surprise. On l'a dit, mais il ne devait pas être élu. Tout a été fait pour qu'il le soit, ça a abouti, mais on est arrivé à grosso modo 4 candidats à 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Donc ça a malgré tout été la divine surprise, ça a été le rattrapage de l'échec de Strauss-Kahn, parce qu'il y a... Voilà, il y a tout ça. Ce qui veut donc dire qu'il faut aussi que nous nous battions de façon très concrète pour refuser, Jean-Philippe évoquait l'organisation du champ politique aujourd'hui en France, populiste d'un côté, enfin les salopards d'un côté, les gentils, le bon, le blanc, le noir, enfin vous voyez, tout ça est très manichéen. Mais pour refuser justement de se retrouver pris dans cet étau extrêmement puissant, il faut bien en avoir conscience, des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Est-ce que c'est une réalité? Et pour s'en sortir, que faut-il faire? Parce que parlons peu, parlons bien. Si on veut véritablement sortir, ça a été dit à plusieurs reprises, de cette perspective absolument mortifère à long terme pour la démocratie française et pour la République, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une véritable stratégie de reconquête de l'électorat du Front National. C'est là où il est l'électorat populaire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tous ces gens-là votaient pour nous. Hein. Pourquoi ils votent plus pour nous? Donc il faut leur parler. Il faut arrêter de leur dire que ce sont des cons, des andouilles, des mecs qui comprennent rien à rien. Hein, des espèces d'ordures, des fachos en permanence, voilà, qui rejettent le migrant, qui rejettent l'étranger, qui rejettent ceci, qui rejettent cela. Parce que moi, je peux vous dire, encore une fois, grâce à Bastien, maintenant, la mer du Nord, la Manche, la mer du Nord, ça devient la Méditerranée. Hein. C'est tous les jours qu'on récupère des gens qui essaient de traverser. Et c'est tous les jours qu'on voit des gens qui viennent chercher des migrants pour aller bosser au black et ceci et cela, patati et patata. Et les premiers qui sont au front sur ces affaires-là, c'est les catégories populaires. Hein. Parce que leur boulot, parce que leur salaire qui est pas élevé. Et voilà, la réalité, c'est celle-là. Et il faut l'aborder très clairement. Très clairement. Quand vous voyez le terminal méthanier qu'on a construit à Dunkerque, deuxième chantier industriel de France après Flamanville, je voyais le matin à 6 h, le long de la 16, des camionnettes entières dans les stations-service aller prendre des gamins, des Roumains, des ceci, des cela, et patati et patata. Pourquoi il y a eu le Brexit? Il y a aussi eu le Brexit parce que les Britanniques, ils en avaient marre de voir leur boulot au nom de l'Europe, avec la circulaire du travail détaché, partir, et avec la lutte, les politiques de déflation salariale, parce que c'est ça. Bah, il faut dénoncer ça. Alors, on le fait. Il faut réclamer purement et simplement, déjà pour commencer, la disparition pure et simple de la directive travail détaché. Vous avez déjà commencé à un peu rééquilibrer les affaires. Et ça, je peux vous assurer que les gens, ils l'entendent. Hein. Ils comprennent. Hein. Parce que pourquoi après ils sont soumis à la concurrence? Bah, alors monsieur évoquait les avocats qui ont défilé ce matin. Moi j'étais avec les agents de la DGFIP, les finances publiques. Les finances publiques. Démantèlement, pareil. Même processus, puisqu'on parlait que de la réforme de la justice. Fusion des tribunaux de commerce, des tribunaux d'instance, de grande instance. Disparition de barreaux entiers. Le barreau d'Hazebrouck, par exemple, il a disparu. Fusionné avec le barreau de Dunkerque. Précarité des avocats. Moi, j'ai des copains, des amis très très proches, ils sont avocats. 1200 balles par mois. Voilà. Exactement. Bon. Donc, il faut... ouais, on va dire que c'est l'humour du lundi soir. Ou non, bon, alors donc j'en reste là. Mais il faut que nous ayons le courage de refuser cette tenaille dans laquelle on va vouloir absolument nous serrer et nous essorer, parce que sinon nous ne réussirons à ne rien faire. Merci Jean-Pierre Letron, très très vite, après on refera une salve. Voilà. Je vais être très rapide parce que je pense qu'il y a encore des questions dans la salle. Sur la monnaie, pour ma part, je ne l'ai pas abordé parce que dans les premières rencontres républicaines, on en avait beaucoup parlé, et si vous regardez les vidéos qui sont disponibles
on s'était tous exprimés là-dessus. Pour ma part, j'avais exprimé à l'époque que j'étais partisan du retour à la monnaie nationale, tout en gardant une monnaie commune au sein de l'Union européenne. Sachant que la question de la monnaie est une chose, sortir de l'UE en est une autre. On peut être pour la monnaie française et sortir de l'UE, mais on peut aussi être pour un retour à la monnaie et rester dans l'UE. Les deux choses ne sont pas obligatoirement collées avec de la colle. Néanmoins, beaucoup de gens s'est exprimé sur la question lors des premières rencontres. Donc, regardez les vidéos, vous verrez qu'on n'était pas très éloigné. Donc, il reste quelques questions parce qu'on avait prévu de finir à 10h. Oui, bonjour, je suis monsieur Marc Saadi de Debout la France, responsable du 8e, 9e arrondissement et membre du Conseil national. Deux choses en fait. Un sur le souverainisme, comment concrètement développer le souverainisme, et puis deux sur l'ADP. Sur le souverainisme, moi ça fait 10 ans que je tracte pour Debout la France, pour donc Nicolas Dupont-Aignan, et les gens en fait, quand je tracte, quand je parle avec les gens ne votent que pour leur intérêt, pour eux-mêmes. Ils ne votent que par rapport à leur situation, l'immense majorité. Il y a quelques intellectuels, mais l'immense majorité ne vote que pour leurs intérêts. Il faut donc que les partis souverainistes expliquent en quoi le souverainisme est bon pour eux. Ça, il faudrait le faire. La deuxième chose, les gens votent utile. Parce que, comme je vous dis, comme je distribue, donc, notamment en 2012, quand Sarkozy donc, avait fait ses 5 ans, il y a beaucoup de gens qui me disaient que Dupont-Aignan avait des bonnes idées, qu'il était bien, qu'il était honnête, que Sarkozy l'avait déçu, mais qu'ils allaient voter Sarkozy parce qu'ils ne voulaient pas avoir au deuxième tour Hollande-Le Pen. Donc il faut expliquer en quoi le vote souverainiste, même s'il est à des petits pourcentages, est plus utile que de voter pour des gens. Enfin, pour des gens qui ont plus de pourcentage, si vous voulez. Hein, les gens sont manipulés par le vote utile. On l'a bien vu ça en 2017, il fallait voter Macron, sinon c'était Le Pen. Donc déjà, donc là aussi, il va falloir avoir une technique de communication. Voilà. En plus, le mot souverainisme. Justement, récemment, là, Debout la France a fait ses universités d'été, et j'avais proposé, parce qu'il y avait toute une salle comme ça, Debout la France, j'avais proposé que Debout la France se déclare comme souverainiste et non plus patriote, parce que Dupont-Aignan parle toujours de réunir les patriotes. Je lui dis, le terme de patriote fait un peu suranné, quoi, fait un peu vieux, quoi. C'est 1789, c'est 1940. Alors, moi, je suis patriote, bien sûr. Mais je lui avais dit plutôt, les gens qui défendent ces idées patriotes sont considérés un peu comme arriérés, si je puis dire. Alors, je vais dire, pour être plus moderne, il vaut mieux prendre le terme de souverainiste. Parce que souverainiste, ça a été inventé par les indépendantistes québécois à la fin des années 60. Donc c'est pas d'extrême droite, c'est pas ancien. Et lui m'a répondu non parce que il avait fait une étude là-dessus. Il n'y a que 2% des Français qui savent ce que c'est souverainiste. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le retour du roi, le retour de la monarchie. Donc là, sur ce terme souverainiste aussi, les partis devront définir, bien dire ce que c'est concrètement. Parce que la population risque de ne pas comprendre. Or, le souverainisme veut le pouvoir du peuple. Enfin, le retour du pouvoir du peuple, démocratie. Il faut donc que le peuple sache ce que c'est et que le peuple vote pour nous. Pour nous, donc qu'il sache pourquoi, enfin, quel est son intérêt de voter pour nous. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Deuxième chose, alors là c'était conjoncturel, maintenant c'est... Oui, je me dépêche. C'est sur ADP. C'est sur ADP. Monsieur avait parlé de la convergence des luttes tout à l'heure. Et là, sur ADP, tous les partis politiques, pratiquement ceux qui sont là, mais les autres aussi, l'UPR, Debout la France, le Rassemblement national, une partie des Républicains, le PS, les Verts et tout ça, sont contre la privatisation. Or, ils ne se rassemblent pas tous ensemble pour faire, pas un meeting, mais enfin une déclaration commune. Une déclaration commune pour dire qu'on est contre. Ce qui ferait, comment dirais-je, les gens comme ça verraient qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de partis qui sont contre, et ça créerait une dynamique.
Alors, comme les chefs des partis, je connais, sont un peu, comment on va dire, égocentriques, il faudrait que ce soit une personne extérieure qui leur demande de venir se rassembler. Je pense à madame, par exemple. Je crois que si vous n'êtes pas dans un parti politique, par exemple, vous pourriez lancer un appel à tous les chefs des partis politiques pour venir ensemble faire une déclaration commune, par exemple. Je pense qu'il faut faire ça parce que là, tous les partis sur leur site internet marquent non à la privatisation, mais chacun de son côté. Or, il faut se rassembler. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, un mot. Tout d'abord, je veux dire que je suis parfaitement d'accord avec la deuxième partie de son intervention. Je crois effectivement que si on veut relancer le référendum, les partis politiques doivent se regrouper et faire une initiative nationale qui porte un peu cette mobilisation. Bien sûr, à l'échelon local, il faut le faire aussi, mais enfin, une initiative nationale serait la bienvenue. Moi, je partage tout à fait ton avis. Mais ce que je voulais vous dire, qui me concerne particulièrement, c'est que c'est vous donner les affres, enfin quelques éléments des affres d'un conseiller municipal d'une ville de 25 000 habitants, à Libourne, qui est élu depuis 2 mandats sur une liste d'Union de la gauche, et qui effectivement, à l'avant-veille des municipales, il faut dire que ces municipales se construisent très doucement, mais on comprend, si on analyse les choses, pourquoi. En tout cas, moi, je suis confronté à une situation très difficile, parce que j'ai eu militant du mouvement républicain et citoyen, et à ce titre, j'ai fait 2 mandats, je finis le 2e mandat de conseiller municipal dans une majorité d'Union de la gauche. Un certain nombre de constatations s'imposent à moi. La première, c'est que c'est très important, les élections municipales, la gestion municipale est très importante, la gestion départementale est très importante. Toutes ces élections locales ont une vraie portée et qui touchent aux problèmes de la vie quotidienne des gens. La deuxième constatation, c'est que les majorités d'Union de la gauche dans laquelle j'ai été ne correspondent vraiment plus à rien. Et ça, c'est l'explication sans doute pour laquelle Hugo Prudhomme tout à l'heure a dit il ne se passe rien dans les intercommunalités, on fait de la gestion au jour le jour. C'est un peu vrai, mais c'est surtout lié à un fait, c'est que si vous voulez, les partis de gauche sont tous peu ou prou des partis qui acceptent l'Union européenne, la monnaie unique, tout ce qui en découle, toute la gestion européenne, et tout ça dégouline jusqu'aux décisions des conseils municipaux que l'on prend tous les mois dans nos réunions. Alors, finalement, mon problème, c'est... bon, je suis un peu vieux, donc je pourrais dire je m'en vais, hein, si vous voulez, j'ai passé l'âge. Hein. Alors, je le pense vraiment. Mais si vous voulez, d'un autre côté, je suis militant, je me dis je ne peux pas partir comme ça. Alors, je cherche une solution. Et ma solution rejoint un peu ce qui a été dit par un intervenant qui dit qu'il faut faire des groupes. Alors moi, faire des groupes. En tout cas, il faut essayer de rassembler des gens. Et moi, je ne me vois pas repartir dans une liste ex-Union de la gauche qui ne portera plus ce nom d'ailleurs. Nous aurons un assemblage de gens, je ne sais pas quel titre ils vont donner à cette liste. Libourne Avenir, pour le Grand Libourne, enfin que sais-je, Libourne Écologie. Donc sans doute vont-ils essayer de trouver un titre qui colle à la réalité d'aujourd'hui. Mais en réalité, tous les partis qui m'entouraient sont des partis qui, pendant les élections européennes, se sont dit plus eurofédéralistes les uns que les autres. Bien sûr, il y a le Parti socialiste au milieu, mais il n'y a pas que lui. Et puis certains sont allés en marche et ils sont dans mon conseil municipal et dans ma majorité. Il y a bien sûr des communistes, mais vous savez, les communistes, ils veulent à tout prix sauver quelques-unes de leurs municipalités, quelques-uns de leurs élus. Ils n'ont pas tout à fait tort, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça pèse beaucoup sur leur choix et sur la vie. Alors, mon problème, c'est d'essayer, effectivement, à quelques mois de ces élections, de trouver s'il n'y a pas des souverainistes quelque part dans ma ville, dans mon département, et d'essayer de parler avec eux. Je le fais le plus que je peux, mais ils ne sont pas très nombreux, et essayer de faire en sorte qu'on puisse établir des rapports de force dans les élections à venir, soit en présentant des listes quand on peut, soit en étant sur d'autres listes qui peuvent avoir une connotation de gauche, mais surtout de ne pas y être les pieds et poings liés. Il vaut peut-être mieux ne pas y être que d'y être comme cela. Alors, il peut y avoir des listes aussi à connotation citoyenne, républicaine. Tout est possible. Le problème, il est
de voir quelle politique on va défendre. Et ça, c'est une question qui, vraiment, pour moi, est une question très prégnante. Voilà. Alors, ce que je souhaite, c'est que des réunions comme celle d'aujourd'hui, dont je vous remercie d'avoir organisé, aient un prolongement dans les élections à venir, élections municipales, mais sénatoriales pour nous en Gironde, pourquoi pas, et puis les autres élections à venir, très vite on va déboucher sur des élections départementales et des élections régionales. Je crois qu'attendre le sauveur suprême pour les élections présidentielles, c'est une position, mais il vaut mieux le construire dans les élections à venir, dans les élections locales, avec si possible le plus de jeunes possible. Bon, moi je ferai juste un tout petit commentaire de Tadjo. Je veux d'abord remercier les intervenants pour la richesse de votre intervention sur la souveraineté. En même temps, vu tous ceux qui sont dans la salle, je suis assez content de voir qu'il y ait autant de jeunes, ce qui est bien la preuve que de toute façon, si on va bien sur le terrain, on en fera venir d'autres. Et ça, c'est extrêmement important. Donc je les remercie tout de suite. Parce que jeune ou un petit peu moins jeune, mais pas 80 ans, hein, ok. Bon, alors là-dessus, quand on a été militant, eh ben on continue à militer. Moi, j'en fais partie, élu, conseiller général et tout ça, et militant syndical. Bon, on continue. Mais par rapport à tout ce qui a été dit là, il faut du concret. Parce que quand vous êtes dans un quartier, vous avez des classes populaires, et qu'on leur explique ce qui s'est dit ce soir, ils ne vont pas comprendre tout à fait. Et donc il faut être sur le terrain, avoir développé par des tracts, par des contacts directs, au porte-à-porte, comme moi j'ai fait, pour qu'effectivement on puisse être compris. Et ça va mettre du temps. Et bien entendu, ce qui est fait là, il faudrait aussi le refaire au niveau départemental ou local, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, on pourra avancer. Et moi, le cœur de ma question, c'est la question sociale. Et effectivement, tout le problème de l'économie est un problème, pour moi, crucial. Alors, la question européenne, je n'y reviens pas, le débat a eu lieu. Hein. Mais si on regarde la question européenne, la France est désindustrialisée, et de fait, on a une montée du chômage, et on a aussi des gens qui, effectivement, sont agressifs maintenant parce qu'ils n'ont plus de travail. Et il faut aussi que dans les villes, les communes, etc., il y ait de la mixité sociale pour essayer d'être compris. Donc là, je m'arrête. Et puis, je pense que la question concrète, c'est aussi à partir des vidéos, c'est d'établir des documents qu'on diffuse et qu'on discute sur le terrain et pas seulement dans des réunions publiques, parce que de toute façon, ils ne viendront pas forcément. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai la pression. Non, déjà, c'est vrai que c'est important de le remercier et de vous dire qu'en tant que jeune, c'est pas forcément facile d'évoquer ces... Ça me fait plaisir d'avoir des gens qui partagent mes opinions, en fait, parce que c'est assez rare, et mine de rien, j'ai plutôt des copains sur Paris, etc. Je fais une école de commerce, j'ai été aussi à Sciences Po, et mine de rien, quand on évoque ces sujets dans ces milieux-là, qui sont les milieux futurs des futures élites de la France, on passe tout de suite pour un poujadiste, un populiste, un fasciste. On m'a dit, mais je m'appelle Jean-Louis en fait, on m'a dit, mais Jean-Louis, pourquoi t'as cette vie-là, t'as fait des études quand même, hein, franchement, c'est pas la vie que tu devrais avoir. Donc c'est là, voilà. Et je voudrais dire qu'il faut bien avoir conscience des ennemis qu'on a, et l'ennemi qu'on a, c'est aussi l'entertainment américain au sens large. C'est-à-dire qu'on va faire des groupes, on va faire signer un référendum, mais ça passionne pas les foules. Ça passionne pas les foules parce que face à nous, on a des mastodontes de communication, des mastodontes de l'entertainment, et ça va faire venir des jeunes, et ça fait venir des jeunes. Donc du coup, on a quand même un problème avec ça. Le deuxième problème, c'est les savoir-être. Les savoir-être et l'exigence des savoir-être aujourd'hui dans les entreprises. Parler de ces sujets-là, la cafétéria, c'est se faire mal voir, c'est se condamner peut-être à pas être promu dans les prochaines années. Et c'est plus la seule politique qu'on peut évoquer entre amis aujourd'hui à Paris ou à la cafétéria, c'est sur les luttes pour les libertés individuelles. Je dis pas que c'est complètement sans intérêt, donc les luttes contre le racisme, contre l'homophobie, pour le féminisme, je dis pas que c'est complètement sans intérêt, mais c'est pas pour moi la première des luttes à mettre en avant. Et enfin, s'il faut aussi signaler, c'est la novlangue, comme l'a dit monsieur, qui est aussi dans les entreprises. Donc moi, ma question, c'est comment on fait pour réenchanter cette lutte-là, pour la rendre attractive, pour qu'elle parle aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, elle ne parle pas aux jeunes, malheureusement. Et le problème de nos idées, c'est qu'elles ne sont pas entendues parce que les gens ne savent pas qu'il y a des républicains de gauche. Parce que les gens ne savent pas que ça existe.
parce que le souverainisme de gauche, il n'est pas clair aujourd'hui. Donc voilà, moi c'était ma question ce soir. Bonjour, Christine Meyer, j'appartiens au MRC, donc je viens du chevènementisme et je suis toujours considérée comme ça. Je suis par ailleurs effectivement élue à la ville de Nantes, à Nantes Métropole, etc. J'ai donc un certain nombre de responsabilités et je me retrouve à peu près dans les mêmes conditions que mon camarade de Libourne, oui c'est bien ça, de Libourne, et donc dans une majorité de gauche pour aller vite, bien pensante, quoi, avec à peu près qui coche toutes les cases, hein, donc vis-à-vis de laquelle je suis de plus en plus mal à l'aise. Donc, globalement, je me retrouve tout à fait dans vos propos. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Je suis juste partagée sur deux positions. Partagée, j'entends partager moi-même. Une position, je dirais un peu, donc je ne vais pas trop en parler, mais un peu pessimiste de fond. C'est-à-dire, c'est vrai que je voudrais travailler les questions de fond sur... Je pense qu'il faudra quand même qu'on les travaille sur comme le disait Gilles, sur... une transformation totale, en particulier par les nouvelles technologies de la société, et ce qu'on a appelé rapidement la fin des classes moyennes. Or, ce sont bien les classes moyennes qui portaient la démocratie jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, aborder ces questions vraiment de fond, de comment aujourd'hui, compte tenu surtout du problème qui me paraît principal, celui des nouvelles technologies, et qui a été parfaitement intégré par la place dominante, qui est représentée par Macron et tous ses acolytes, enfin voilà, et qui est effectivement présente dans les grandes métropoles et qui constitue toute la classe dominante, avec, je veux dire, deux aspects idéologiques. Un, l'aspect que j'appelle humanitaire, c'est-à-dire qu'on fait quand même beaucoup d'humanitaire, d'antiracisme, etc. Ça, c'est la bonne conscience de cette classe. Et l'autre bonne conscience, un sujet quand même important qu'on n'a pas abordé, et, bon, qui est les questions écologiques. Voilà. Et par rapport à ça, nous, il faut qu'on ait des positions de fond extrêmement solides, parce que c'est à ça qu'on va être confronté. Donc il faut qu'on ait des positions extrêmement solides. Une autre remarque qui n'a rien à voir, qui est pratico-pratique. Bon, je serais plutôt jacobine pour aller dire les choses très rapidement, mais je pense qu'il faut, en province, entre guillemets, déconcentrer tout ce type de réunions, et effectivement qu'on ait des relais, de façon à ce qu'on puisse organiser des forums, enfin on peut appeler ça comme on veut, qui permettent effectivement de constituer au niveau local des réunions, des groupes, enfin des structures de ce type-là. Et ça, il faut qu'on ait ces relais, parce que, enfin moi, en ce qui me concerne, je dis très modestement, je n'ai que des relais nationaux, quoi. Donc je pense qu'il faut, voilà, très simplement, de façon pratico-pratique, qu'on nous donne des éléments pour constituer véritablement des réunions au niveau local. Il y a des choses qui peuvent être faites, je crois. Il y a vraiment des occasions. Ça serait dommage de ne pas les saisir. Voilà, je vous remercie. Oui, simplement pour prolonger le propos de Jean-Louis, c'est vrai qu'il y a un combat culturel qui est à mener, mais moi je suis beaucoup plus âgé que vous pour savoir que depuis 30 ans, 40 ans, évidemment dans les médias et également dans la classe politique, dans le champ politique, il y a une campagne énorme, quoi, sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, avec l'émergence de la gauche morale. Bon. Mais ça ne marche pas. Évidemment, les gens ont bien intégré, quand on travaille dans l'administration, ou ailleurs, sur leur lieu de travail, publiquement, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas penser, liées autour de la souveraineté, par exemple. Il n'empêche, ils ont intériorisé, je crois, ça, les Français. Ça ne les empêche pas de résister. Regardez, ça fait depuis 30 ans, 40 ans que la gauche, mais au-delà de la gauche, dit qu'il faut faire barrage au Front National. Ça n'empêche pas de se retrouver avec un Front National à plus de 20%. Ça résiste dans les classes populaires. Ça résiste peut-être mal, mais ça résiste. Et un dernier point, peut-être pour être plus optimiste que vous, c'est que toutes les études ont montré que, aux dernières élections présidentielles, c'est les jeunes qui ont voté Le Pen et Mélenchon, et les vieux qui ont voté Macron et Fillon, dans les grandes largeurs, évidemment. Mais les jeunes savent bien où est leur avenir et les enjeux de la France. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Mallet. Jean-Pierre Pétron, Oui, très vite. moi, il me semble qu'il y a un petit consensus pour mettre quelques moyens numériques au service des regroupements des souverainistes. Je pense qu'avec quelques euros, jusqu'à présent, nous avons mis les vidéos sur YouTube et nous avons fait essentiellement une page Facebook. Je pense qu'on peut très facilement faire un site internet dans les jours qui viennent avec juste l'idée de pouvoir mettre en relation tous ceux qui ont envie de l'être, d'abord par région, ensuite par ville. Enfin, on peut faire un truc numérique qui permette que ceux qui recherchent des contacts puissent en trouver et faire des choses entre eux. Ça mange pas de pain. Oui. Le souverainisme, on l'a dit tout à l'heure, pour nous, on était tous d'accord, c'est d'abord la souveraineté populaire. Je pense que c'est ah ben si, c'est un homme, une voix. La souveraineté populaire, c'est le peuple doit maîtriser son avenir, doit faire ses choix, élire ses représentants qui ne le trahissent pas et qui respectent sa volonté et les choix, la direction dans laquelle le peuple veut aller. C'est ça le sens parce que Chevènement disait au-dessus de la gauche et au-dessus de la droite, il y a la République. Mais la République, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple, il peut un jour être de gauche, un jour être de droite. Mais ce qui compte, c'est que ce soit lui qui décide son avenir et pas une oligarchie en dehors de ses intérêts. On doit d'abord défendre nos intérêts. À un moment, on fait tel choix. À un autre moment, enfin. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour la réunion de ce soir, on peut faire ça. Ça ne va pas nous ruiner. Ça marche, ça continuera. Si jamais ça ne marche pas, on l'arrêtera. Mais c'est faisable. On peut mettre en place une petite structure numérique qui met les gens en contact les uns les autres. Pour ça, on peut le faire. Ensuite, les vidéos vont sortir. Les vidéos, elles donnent du contenu que vous pourrez utiliser là où bon vous semble. Maintenant, si des textes arrivent un peu élaborés, etc., on verra à les mettre en ligne, à les publier, etc. Vous savez, la structure des rencontres républicaines, c'est une petite structure qui est née de la volonté d'avancer. On va avancer pas à pas. Voilà. Donc là, ce soir, vous avez exprimé un certain nombre de choses. On va essayer d'en tenir compte. Et puis, on va avancer comme ça, quoi. Voilà. Et sachant que moi, je pense que chez les Gilets jaunes, le souverainisme, c'est quelque chose qui se comprend davantage que dans les milieux de la petite bourgeoisie qui a été bien éduquée. Je pense que le peuple, celui du bas, il sait ce que c'est de ne pas avoir de pouvoir. Pourquoi? Parce que nous, quand on est au boulot, on sait ce que c'est que le lien de subordination à l'employeur. Eh bien, on sait ce que c'est, quand on est politique, le lien de subordination de la France à l'Union européenne. Eh bien, quand on est au travail et qu'on est employé ouvrier, on n'a aucun droit, aucune maîtrise sur son travail, aucune pensée, on ne peut agir sur rien. On a juste le droit de fermer sa gueule, parce que sinon on se fait virer, surtout quand il y a du chômage. Et on a juste le droit d'être mal payé. Ce lien de subordination, ceux qui n'ont jamais travaillé, ceux qui n'ont jamais été employés ouvriers, qui n'ont jamais dû lécher un peu, fermer leur gueule pour pouvoir toucher leur paye et nourrir leur famille, ils ne savent pas ce que c'est. Donc la petite bourgeoisie, la souveraineté, c'est parce que leurs parents leur ont dit qu'un jour ils reprendraient l'usine ou qu'ils seraient avocats, ou etc., etc. Eh bien, les gens du peuple, ils savent ce que c'est que le pouvoir, et ils savent que quand ils en ont, leur vie est bien meilleure que quand ils subissent la loi du patron ou la loi de l'Union européenne. Merci Jean-Pierre. Je vais donner la parole à Dominique Jamais. Pour ce qui est du souverainisme, c'est très simple. C'est l'indépendance nationale par rapport à l'extérieur, le peuple souverain à l'intérieur.
Hein? Mais comment vous la différenciez de celle de Le Pen qui aussi peut se considérer souverainiste? Donc on l'a définit comme un souverainisme entre guillemets identitaire nationaliste ou un souverainisme républicain Parce que le mélange des genres... L'indépendance nationale, c'est clair? Le peuple souverain, l'indépendance nationale, c'est clair. Le peuple souverain, ça me paraît clair également. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de surgissement de partis populistes ou de partis... c'est quoi l'autre de... Non, oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de surgissement de partis populistes ou de partis souverainistes pendant les 12 années où De Gaulle a été président de la République? Il y avait des oppositions, il y avait des gens qui le contestaient. On disait qu'il avait dérivé vers la droite, mais personne ne pouvait mettre en doute ni la stature du général de Gaulle, naturellement, ni le rôle historique qui avait été le sien, ni la volonté d'indépendance nationale qui était la sienne, dont il avait donné suffisamment de gages au cours de sa vie. Si nous avons quitté un certain nombre des gens qui sont à l'Unité nationale citoyenne aujourd'hui, si nous avons quitté le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, c'est pour diverses raisons, la façon dont il le gérait, c'est essentiellement parce que, parti pour faire l'union des patriotes, il arrivait pour faire l'union des droites. Et ce qui caractérise De Gaulle et ce en quoi il est un modèle, c'est qu'il a essayé, sans toujours y réussir, tout au long de sa vie et de sa carrière politique, de faire l'union des Français, par-dessus la gauche et la droite, d'essayer de dépasser cela. Et c'est ce que nous essayons aussi. L'union des droites, c'est sectaire, c'est minoritaire, c'est mortifère, c'est voué à l'échec. L'union des gauches, excluant les droites, c'est sectaire, c'est mortifère, c'est minoritaire, c'est voué à l'échec. Et tant qu'on n'aura pas été capable de faire l'addition des gens venus de la droite et venus de la gauche qui partagent un certain nombre de soucis qui sont l'indépendance nationale, la justice sociale, la lutte contre les inégalités, la laïcité, si on n'est pas capable de dire que ça suffit pour faire l'union, c'est qu'on ne fera jamais l'union. Je vais vous donner un exemple. À l'heure actuelle, comme l'a fait son prédécesseur, M. Macron, très habilement, n'est-ce pas, essaie de ressusciter, de susciter une de ces bonnes vieilles querelles stupides qui permettent à la gauche et à la droite de se distinguer. La PMA. Hein? Et vous pouvez être assuré de la façon dont c'est parti qu'effectivement vous allez avoir des gens de droite contre la PMA et des gens de gauche qui seront pour la PMA, qui perdront de vue complètement que c'est quelque chose de marginal, que c'est quelque chose qui étant techniquement possible se fait tout naturellement sans qu'il y ait besoin de la moindre loi. Hein, et qui perdront de vue qu'on les a enfumés, que pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, on aura entretenu quelque chose qui divisera gauche et droite, qui permettra de fixer l'attention sur ce qui n'est pas important aux dépens de ce qui est essentiel. Dernier point que je voulais soulever, on a parlé avec raison, ça tombe sous le sens, de l'inorganisation, de l'inaboutissement des Gilets jaunes et du fait qu'ils ont été incapables de traduire en termes politiques leur révolte sociale. C'est indubitable. Mais il y a un avant Gilet jaune, un après Gilet jaune, c'est également incontestable. C'est-à-dire qu'ils ont fait comprendre à tout le monde, y compris à Macron, pour qui ça a marqué un coup d'arrêt par rapport à sa boulimie de régression qu'il appelle réforme et de recul qu'il appelle des avancées. Hein. Ils ont fait comprendre qu'il y avait en France des millions et des millions de gens qui étaient mis à l'écart de toutes les façons possibles et qui ne se sentaient plus intégrés ni à la République, ni à la nation, ni à rien, qui en avaient marre. Ces gens, il faut leur faire comprendre qu'ils ont une puissance énorme, que s'ils le veulent, ils peuvent refuser effectivement la société qu'on nous prépare et dont la majorité des Français ne veulent pas. Encore faut-il qu'ils s'organisent aussi. Dernier point, j'en aurais terminé. Le schéma que vous disiez, monsieur, qui êtes au deuxième rang, le schéma que vous proposiez, c'est exactement le schéma qui est le nôtre, tout simplement. Merci Dominique Jamet. Georgi Kosmanovic. Alors, je suis entièrement d'accord avec mes camarades de tribune quant à l'explication de ce qu'est la souveraineté, mais je comprends très bien la question qu'a posée Malik, que vous avez posée monsieur à côté, Jean-Louis, ou monsieur là-bas. Et pour l'avoir fréquenté, puisque nous sommes tous des militants, quand on va vraiment dans les classes populaires les plus écrasées par la machine, par le système,
il faut réussir à avoir un peu d'éléments concrets. C'est quoi la souveraineté? Et on ne peut pas venir avec la réponse qu'on a donnée à l'instant. Et je pense que c'est le travail des militants sur le terrain. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on veut s'engager à la République souveraine, c'est donner des éléments militants pour expliquer. Et il faut que localement, il faut se focaliser sur les problèmes de souveraineté locaux. C'est les médicaments, par exemple. Moi, je pense que l'axe principal d'entrée, c'est la santé. Alors, je travaille dans une multinationale. Les gens que vous avez décrits, je les fréquente. Mais quand je leur dis, bah, voilà, j'ai des amis aux États-Unis. Alors, j'ai une amie qui vient d'accoucher, ça coûte 50 000 $. Et tout à coup, il y a, enfin, voilà, ceux qui ont un peu voyagé, puisque c'est une classe sociale qui voyage, qui voit le modèle anglo-saxon dans des choses concrètes comme ça, ils voient quel est le danger. C'est-à-dire que, alors, en même temps, vous êtes dans un milieu social qui est quand même celui décrit par Christophe Guilluy. Si ce ne sont pas les plus puissants, les 1% ou les 0,1%, ce sont quand même les 20% qui vont les servir et qui espèrent être tirés par le filet dans ceux qui vont en profiter d'une manière ou d'une autre. Donc bon, on peut comprendre un peu leur position, mais on peut leur faire peur en leur montrant quel est le coût réel, en fait, d'une perte de souveraineté et sur la question, encore une fois, principale de la santé. Alors, on peut expliquer aux gens, quand même, il y a eu pendant 4 semaines un déficit une pénurie de corticoïdes. Là, je reprends l'exemple à chaque fois parce que ça me frappe maintenant, mais j'ai une fille de 4 mois. Il a fallu qu'on mente, qu'on fasse des combines parce qu'il y a un retard de 6 mois de vaccination. Il n'y a pas les vaccins. Bon, c'est des choses très simples et on peut montrer aux gens, il y a beaucoup de communes où il y a eu des services publics et puis des services privés d'eau. Mais c'est les notes, c'est les factures. Voilà. Ça, c'est géré par le peuple, pour le peuple, et ça, c'est géré pour l'intérêt de l'autre. Et tout simplement, c'est quand ma fille aînée m'a demandé qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal. Bah, en fait, moi, ma réponse, c'est que le bien, c'est le collectif. C'est ce qu'on fait au mieux pour l'ensemble du groupe dans lequel on est. Et le mal, c'est l'accumulation pour une personne. Et par ces exemples concrets, on peut, je crois, on peut y arriver. Merci, Georges Kuzmanovic. François Coq a légèrement... Est-ce que vous voulez conclure définitivement cette soirée? Non, il est tard. Je dis juste un mot parce que la discussion sur comment on définirait la souveraineté, c'est une discussion passionnante, mais qui est beaucoup plus large, on ne peut pas la clore en une phrase. Par contre, ce que moi je crois profondément, c'est qu'il y a un changement d'époque. Et la souveraineté, elle ne peut pas se résumer aujourd'hui, soit à être consultée, la méthode Macron, soit à déléguer pour être ou être représenté. Aujourd'hui, ce que réclament les gens, et c'est ce qu'a montré le mouvement des Gilets jaunes, et ils l'ont affirmé avec puissance, et c'est en ça que la matrice et le substrat du mouvement des Gilets jaunes, derrière la colère sociale et fiscale, était d'abord une question démocratique. Les gens disent d'abord, aujourd'hui, on veut décider. Merci François Coq. Il est temps de conclure, donc. Merci à tous d'être venus. Merci, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée, et que ce fut pour vous un très bon débat. À bientôt, il y en aura d'autres, en tout cas.